Bien, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver cet après-midi pour la conférence de presse au cours de laquelle monsieur le rapporteur Jérémy Patrier-Létus va vous présenter les conclusions de son rapport. Conclusions qui viennent clore quand même plus de 6 mois de travaux au sein de cette mission d'information. Je voulais démarrer mes propos en remerciant le rapporteur Jérémy Patrier-Létus de m'avoir permis de m'investir pleinement dans cette mission, de m'avoir également autorisé à pouvoir formuler quelques recommandations, et j'y suis très sensible. Au cours de cette mission, nous avons pu mener plus de 50 auditions, auditionner plus d'une centaine de personnes. Nous avons cherché finalement à saisir le spectre le plus large possible des questions de natalité. Ça a été un sujet passionnant, un sujet même presque dévorant, j'ai envie de dire, parce qu'on se rend compte que la natalité touche absolument à toutes les questions de politique publique, mais qu'elle touche aussi à des notions beaucoup plus peut-être métaphysiques, irrationnelles, peut-être tout simplement parce que faire un enfant, ça ne va pas toujours de soi, et ça reste quelque chose finalement d'assez magique et d'assez extraordinaire que d'aller créer la vie. Et je trouve qu'en ces temps où on a parfois tendance à aller trop surfer sur les peurs des uns et des autres, ça me semble important de pouvoir dire que derrière chaque projet d'enfant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se cache, et que notre rôle tout au long de la mission a été de s'intéresser à aider les Françaises et les Français à concrétiser un désir d'enfant qui était déjà présent. Alors nous avons pu recevoir des démographes, des statisticiens, des économistes, des urbanistes, des historiens, des philosophes, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des sages-femmes, des métiers de la petite enfance, des responsables politiques nationaux et locaux, responsables de la sécurité sociale, des associations familiales, des entreprises, des personnalités intervenant dans les domaines de la natalité ou de la parentalité, et puis des collègues députés qui ont pu également rendre des travaux qui avaient un lien connexe. Je pense par exemple au rapport sur la situation démographique des Outre-mer, ainsi que celui sur la santé mentale des femmes, ou encore les politiques d'accompagnement à la parentalité. Dernier élément que je souhaitais souligner avant de passer la parole au rapporteur, nous avons eu l'opportunité de pouvoir lancer une grande consultation à la fin de l'année dernière, pendant 5 à 6 semaines, et plus de 30 000 personnes ont répondu à cette consultation. C'est une vraie fierté. Elle a été massivement relayée, et de voir l'engouement autour de ce sujet, le fait que autant de personnes se sentaient concernées par le sujet, a été pour nous quand même un message à la fois positif, mais aussi un message qui nous oblige en tant que responsables politiques dans la qualité des travaux qu'on a pu conduire et la réponse politique qu'on sera amené à y apporter dans les mois qui viennent. Enfin, une délégation de notre mission, dont le rapporteur et moi-même avons pu nous rendre en janvier en déplacement en Suède et en Allemagne, de manière à pouvoir comparer nos politiques familiales. En Suède, parce que, vous le savez bien, le modèle familial suédois sert souvent de référence comme modèle permettant de concilier vie professionnelle et bien-être parental. Le modèle allemand nous intéressait également par à la fois une natalité très basse et la manière dont les Allemands avaient pu finalement s'organiser autour d'une natalité basse, mais également par une politique familiale volontariste qui a été menée dans les années 2000-2010 et qui a produit des effets, puisque la natalité allemande dans ces années-là est passée de 1,3 à 1,5 alors qu'elle était devenue structurellement très basse, ce qui témoigne que lorsqu'une politique familiale est cohérente et bien calibrée, elle est capable de produire des effets. Je m'arrête là après cette introduction beaucoup trop longue et je m'en excuse, et je laisse la parole tout de suite au rapporteur. Merci beaucoup. J'aurai un propos assez bref parce que je crois que vous avez eu le rapport et les propositions, et le but c'est de pouvoir préciser les réponses à vos questions, et je vous remercie d'être là et de donner un peu d'écho médiatique à ce rapport. Les deux premières choses que je voudrais vous dire, c'est que à un moment où l'Assemblée
nationale renvoie parfois une image lamentable et pour ne pas dire un triste spectacle, à un moment où l'Assemblée nationale est fracturée, à un moment où les députés donnent l'image de personnes incapables de pouvoir discuter, dialoguer, réfléchir à l'avenir du pays en mettant leur posture et leurs étiquettes politiques de côté. Cette mission d'information est, à mon sens, témoigne de la manière dont cette Assemblée devrait fonctionner. La capacité pour un président, pas d'une commission d'enquête, mais d'une mission d'information en l'occurrence, et un rapporteur peuvent travailler en bonne intelligence, en dépassant les étiquettes politiques, la manière dont une mission d'information qui est composée de députés de l'ensemble des forces politiques de cette Assemblée nationale peut travailler en essayant quelques instants, le temps d'une mission qui aura duré 6 mois, de réfléchir à un sujet aussi majeur et complexe que le désir d'enfants empêchés des Français. Et je crois que, en tout cas pour moi, dans un moment où l'Assemblée donne l'image de débats stériles, de controverses infécondes, que cette mission d'information permettra aussi d'espérer à une renaissance de notre Assemblée nationale. C'était le propos liminaire que je voulais vous livrer. Peut-être pour aller maintenant à ce rapport. Ce rapport, il est le fruit d'une mission d'information qui a été créée par le groupe Horizon et Indépendants il y a maintenant 6 mois. Une mission d'information qui avait été souhaitée par le groupe Horizon parce que nous sentions dans le pays un désir d'enfant qui existait mais qui était empêché. Et je crois que cette intuition que nous avions eue à l'époque a été confirmée par cette mission d'information. Oui, les Français ont encore envie d'avoir des enfants. Oui, le désir d'enfant des Français reste élevé dans le pays. Et donc, la politique familiale doit se donner un objectif simple, répondre à ce désir d'enfant empêché. Notre politique familiale, elle est généreuse, vous le savez, 100 milliards d'euros d'argent public, 5% du PIB, et pourtant elle est devenue au fil des ans une politique sociale illisible, incompréhensible, incohérente, qui s'est diluée au fil des ans et qui a perdu de vue ses objectifs. Et avec le groupe Horizon, ce que nous vous proposons dans ce rapport, c'est une sorte de révolution de la politique familiale, au sens premier du terme, c'est-à-dire un changement de modèle, un changement de paradigme, fixé à la politique familiale, un objectif clair, simple, permettre de réaliser le désir d'enfant. C'est pour ça que l'ensemble de ces mesures, ce ne sont pas des mesures d'incitation. L'idée n'est pas de dire aux Français qui ne veulent pas avoir d'enfants qu'ils doivent avoir des enfants. On reviendra aux mesures, mais ce n'est pas effectivement avec un versement familial que vous allez inciter des Français qui ne veulent pas avoir d'enfants à en avoir. En revanche, notre ambition, c'est de lever les freins à ce désir d'enfant. Trop de Français renoncent, pour le dire plus simplement, à leur désir d'enfant. J'en donnerai 3 exemples, et puis j'irai rapidement aux propositions. Vous ne faites pas d'enfant, vous renoncez à votre désir d'enfant si vous n'avez pas les capacités matérielles d'assumer la charge d'un enfant. 54%. 54%, c'est la différence du pouvoir d'achat entre une famille avec 2 enfants et une famille sans enfants. Donc oui, avoir des enfants aujourd'hui, ça pénalise, ça fragilise votre pouvoir d'achat. Et oui, les contraintes matérielles sont un frein à la parentalité. Vous ne faites pas d'enfants si vous allez les élever dans une cage. Alors c'est percutant, ces propos ne sont pas de moi, c'est un témoignage qu'on a reçu parmi les 30 000 témoignages de cette mission d'information. Une chambre en moins, c'est un enfant de moins, et les enfants sont la variable d'ajustement de la crise du logement. Et donc le logement est un frein majeur au désir d'enfant. Et puis vous ne faites pas d'enfants si vous n'êtes pas capable de les faire garder, si vous n'avez pas à proximité de chez vous un mode de garde accessible, financièrement et sécurisé. Et on pourra peut-être y revenir, on a vu les scandales qui ont malheureusement jalonné les différents mois qui sont derrière nous et qui ont mis en évidence des scandales assez importants dans le périscolaire et dans les crèches. Et donc, c'est bien parce qu'il y a des freins à cette parentalité, qu'il y a bien des freins à ce désir d'enfant, qu'il y a bien dans le pays un désir d'enfant empêché, que la politique familiale retrouve son sens. Mais pour qu'elle soit utile, et peut-être que j'en terminerai là, pour que la politique familiale soit utile, il faut qu'elle soit adaptée à la société dans laquelle elle s'inscrit. C'est la conclusion de notre rapport. Souvent, on nous dit « mais la politique familiale ne peut rien, la politique familiale ne sert à rien ». Les exemples européens montrent que la politique familiale peut avoir un rôle, peut être efficace, peut être utile si elle est adaptée à la société dans laquelle elle s'inscrit. Pour le dire très simplement, la vie des femmes a changé, la vie des couples a changé, la vie des parents a changé. Si la politique familiale française
ne s'adapte pas à ce changement de société, elle ne sera jamais efficace. Et c'est bien pour cela que nous appelons, avec le groupe Horizon dans ce rapport, à une révolution de la politique familiale, à un changement de modèle. Il faut la repenser complètement. Et peut-être que si vous me le permettez, je vous citerai simplement les 3 mesures importantes, ou en tout cas les plus importantes parmi les 37 mesures que je propose. La création effectivement d'un versement familial unique de 250 € par enfant et par mois, qui n'est pas un versement supplémentaire. J'appartiens à un groupe politique, Horizon, ça ne vous a pas échappé, qui est attaché à l'ordre dans les comptes. Et je ne viendrai pas proposer, moi, député Horizon, une mesure qui coûte 35 milliards d'euros de plus, alors que nos finances publiques sont exsangues et que nous avons passé le PLF et le PLFSS à expliquer qu'on devait faire des économies dans le pays. C'est bien une mesure de simplification et de lisibilité, puisque nous venons fusionner un maquis d'aides budgétaires incompréhensible. Donc c'est une mesure de simplification. On remplace 14 aides budgétaires qui ont perdu de leur efficacité en une allocation, un versement unique, universel. Et je pourrais peut-être répondre à la question pourquoi le caractère universel, mais je ne veux pas devancer vos questions. La deuxième mesure importante sur le logement, nous proposons un prêt à taux zéro à la naissance d'un enfant pour pouvoir acquérir son logement ou l'agrandir. Et c'est une mesure importante car vous le savez, les freins d'accès à la propriété, l'accès à la propriété est l'un des freins majeurs à la natalité. Et puis il y a le congé parental. Là encore, on n'y comprend plus rien. Congé de naissance, congé maternité, congé paternité, congé parental. Nous proposons un congé parental unifié qui offre aux parents la possibilité de rester auprès de leur enfant de la naissance jusqu'à l'entrée à l'école maternelle, avec 2 temps dans ce congé parental unifié, un temps d'accueil de l'enfant et un temps d'accompagnement de l'enfant. Le temps d'accueil de l'enfant, c'est faire le constat que la naissance d'un enfant, ça bouleverse la vie des familles, ça bouleverse la vie des couples, et que dans les premiers mois de l'enfant, le père et la mère doivent être à la maison, ou en tout cas doivent pouvoir être à la maison. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps d'accompagnement des enfants. J'en termine en vous disant que la politique familiale doit s'adapter à ce désir d'enfant empêché. La politique familiale, elle doit répondre à ce désir d'enfant empêché, mais c'est la société tout entière qui doit s'adapter à ce désir d'enfant empêché. C'est la société tout entière qui doit répondre à ce désir d'enfant qui existe dans le pays. Et donc, c'est toute la société qui doit être pensée à hauteur d'enfants et de familles. Nos entreprises, nos transports, nos mobilités, notre code du travail, nos communes, nos villes, nos territoires. C'est bien à la société tout entière qu'il appartient aujourd'hui de répondre à ce désir d'enfant bien trop souvent empêché. Et c'est ce que nous essayons de faire avec ces propositions que nous mettons sur la table. Certaines visent à s'inscrire dans la campagne présidentielle. Vous avez compris que je propose dans mon rapport un plan quinquennal. Je propose que ces mesures soient inscrites dans un plan quinquennal. Il y a déjà des mesures qui, en l'occurrence, sont portées par le candidat à la présidentielle que je soutiens, en l'occurrence Édouard Philippe, notamment le versement familial unique, notamment le prêt à taux zéro. Et il y a des mesures qui entreront, je l'espère, dans le débat présidentiel, parce que je pense que c'est un beau débat que nous avons eu au sein de cette mission d'information. Et puis il y a des mesures, parmi les 37, qui peuvent être mises en place d'ici à 2027. Et donc ce rapport est à la disposition de celles et ceux qui sont aux responsabilités ou qui nous gouvernent pour pouvoir les mettre en œuvre si elles considèrent qu'elles vont ces mesures dans le bon sens. Ce rapport n'a pas vocation à caler ni une table à l'Angers.